Le financement participatif dans notre filière, vous le connaissez déjà bien sous la forme du crowdfunding, auquel vous avez parfois et même de plus en plus souvent recours. Vous connaissez les plateformes Toscope-Prod, KissKissBankBank, Ulule et Kickstarter. On a souhaité aujourd'hui plus se fixer quand même sur le sujet financement participatif des structures, avec deux gros focus, un sur le crowdfunding equity et l'autre sur le prêt participatif. On a souhaité aussi avoir le cabinet KGA à côté de nous, parce qu'il y a des cadres juridiques, parce que c'est pas de la love money, le financement participatif, et c'est extrêmement encadré. Donc je vais passer la parole à Karine Riahi, avocat associé au cabinet KGA, à Mathieu Bourgeois, et également avocat associé, puis on verra après la partie finance avec vous, Michael. Juste en guise d'introduction, mais je vais être rapide parce que vous savez déjà probablement ce que c'est que le crowdfunding. Donc le crowdfunding ou le financement participatif, ça consiste pour un porteur de projet, c'est-à-dire une entreprise comme la vôtre, si vous êtes chef d'entreprise par exemple, ou une association, ça peut être aussi une association, quel que soit son statut, un marchand ou non marchand, d'avoir recours au service d'une plateforme web, donc c'est financement participatif, c'est sur Internet nécessairement, hein, afin de proposer un projet. Donc un projet de financement, projet de produit ou de service par exemple, ou de prêt, hein, ça peut être auprès d'une communauté de financeurs. Les financeurs, on va aussi les appeler les contributeurs, d'accord, les gens qui contribuent, qui mettent de l'argent, qui donnent, qui prêtent, qui rentrent au capital par exemple, en échange éventuel de contrepartie. Parce qu'il y a du crowdfunding, si vous voulez, qui est sous forme de dons, et ça représente aujourd'hui encore la plus grosse, enfin ça représente une grosse partie, pas la plus grosse, mais une grosse partie. Mais ça ne va pas être le propos de ce matin. Donc il y a quatre types de plateformes. Et on se concentrera sur les deux derniers. Le premier, c'est le don, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent, il n'y a pas de contrepartie, c'est vraiment un acte entre guillemets gratuit. Et ça reste encore quelque chose d'important sur Internet, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le crowdfunding, il y a beaucoup d'internautes qui cherchent aussi de l'émotion et de l'investissement personnel, pas forcément uniquement un retour financier, donc ça reste quelque chose d'assez important. Et dans le domaine culturel, il faut le souligner quand même, ça reste aussi quelque chose, notamment des plateformes comme Ulule par exemple, que vous connaissez sûrement, ou KissKissBankBank, fonctionnent sur des systèmes soit de dons avec contrepartie symbolique parfois. Votre nom au générique, une carte postale de remerciement, etc. Vous avez ensuite donc, le don et le don avec contrepartie, on n'en parlera pas trop ce matin, on va se concentrer sur les deux derniers qui sont plus financiers. Donc le troisième type de plateforme, c'est le crowd equity, enfin ce que moi je vais appeler le crowd equity, l'equity crowdfunding, donc, dont Joachim est le représentant ce matin avec la plateforme Anaxago. Et le dernier, c'est le prêt avec ou sans intérêt, qu'on appellera le crowd lending. Donc le crowdfunding en chiffres, ça reste modeste, mais ça explose. Ça explose parce que, vous voyez, en 2012, on avait 27 millions d'euros en France qui ont donc été levés par ce biais-là. On voit qu'en 2011, on était à 7,9 millions. Et vous voyez, en 2013, ça a littéralement explosé, puisque 78 millions, vous voyez, donc je n'ai pas fait le calcul, mais c'est colossal comme croissance. Et en 2014, d'après ce que j'ai vu, on en est à 2 fois, d'accord, 2013. Donc on est sur des taux hallucinants de croissance qui montrent le dynamisme du secteur. Donc en 2013, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se répartit. Vous avez une grosse partie encore sur le prêt, donc le crowd lending. 62% en 2013, ça s'est un petit peu tassé en 2014. 56%. Vous avez 25% en 2013 sur le don, dont on ne parlera pas ce matin, et vous avez 13% sur l'equity, et vous voyez qu'en 2014, le don augmente encore, et l'equity augmente aussi. Donc ce qui progresse finalement, c'est l'equity. Le prêt a tendance un petit peu à se tasser, mais en réalité, comme il y a une augmentation globale du volume, ça continue quand même à augmenter. Il ne faut pas se tromper. Et dans le monde, d'après ce que j'ai vu, là encore, on a 6 milliards de dollars qui ont été levés en 2013. Donc ça commence à devenir intéressant. Alors pour la culture, moi je me suis intéressé, puisqu'évidemment je me suis mis à votre place, vous êtes dans le secteur de la culture. Qu'est-ce qui se passe dans la culture? Alors regardez, c'est très simple. Les graphiques que vous voyez ici, vous voyez peut-être pas très bien, donc je vais essayer de vous les résumer.
Le secteur culturel est représenté par le bleu. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, c'est le bleu clair. C'est pas le bleu marine, hein, je me suis trompé en bas, c'est le bleu clair. Donc on voit que dans la culture, pour le don, on est à 61%. Donc en fait, il y a beaucoup de dons dans la culture, c'est ce que je vous disais, Ulule par exemple. Dans le don sans contrepartie, ça c'est le don avec contrepartie symbolique. Dans le don sans contrepartie, on est à 39%. Donc en fait, il y a encore une grosse culture du don dans votre secteur, pour le crowdfunding. Okay, pour le prêt, on est microscopique puisqu'en fait, on ne nous voit même pas. Alors peut-être que les chiffres ne sont pas assez fins, j'en sais rien, mais en tous les cas, on ne nous voit même pas puisqu'il n'y a pas de bleu clair. Et pour le capital, d'après ce que je vois, c'est 4%. Donc le capital, on n'est quand même pas très gros. Le capital, c'est le crowd equity. Donc il y a des marges de progression à faire dans le prêt et dans l'equity. Ça tombe bien puisque c'est les deux sujets dont on va parler ce matin. Donc les trois aspects juridiques, c'est la nouvelle réglementation financière, les données personnelles, parce que vous allez voir, c'est important que vous collectiez correctement pendant les campagnes de crowdfunding les données de votre communauté en fait, de contributeurs qui vont être vos futurs clients ou vos futurs soutiens en fait. Et la propriété intellectuelle, puisque le financement de vos projets va passer par un audit de votre valorisation, et la valorisation s'appuie sur les actifs immatériels. Et on est dans le secteur de la culture, donc on est dans la propriété intellectuelle. Alors là, je serai rapide, simplement pour vous rappeler qu'avant 2014, avant la réforme, il y a eu une réforme au mois de mai. Hein. Donc avant cette réforme, alors le prêt, c'est tout simplement des contributeurs qui vont prêter à votre entreprise de l'argent. Et à charge pour votre entreprise de les rembourser dans un certain délai, avec ou sans intérêt. Alors avant, les plateformes se heurtaient à une réglementation, si vous voulez, grosso modo le monopole bancaire. Donc elles ne pouvaient pas, de manière frontale, vous prêter à vous, entreprise, de l'argent et collecter en ligne, d'accord, l'argent pour vous rembourser. Ce n'était pas possible de le faire frontalement. Donc elles exploitaient des dispositifs dérogatoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, un des dispositifs utilisés par Uniland, hein, d'après ce que j'ai vu, c'est l'émission de bons de caisse, mais je pense qu'Uniland détaillera peut-être. Et donc, c'est un mécanisme qui permet à votre entreprise d'émettre un titre de créance qui est remboursable entre 2 et 5 ans, d'accord, avec intérêt, bien sûr, qui est précisé dans ce cas-là, et avec un formalisme relativement allégé quand même. Cette exception continue de s'appliquer, et d'après ce que j'ai compris, les plateformes continuent à utiliser ce dispositif qui a l'avantage immense de ne pas plafonner le montant, d'accord, du prêt. Ce qui est extrêmement important, puisque la réforme vous permet aujourd'hui aux plateformes d'exercer selon un deuxième mode opératoire, mais avec des plafonds. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément toujours adapté, parce que les plafonds, vous allez voir, sont encore un peu bas. Côté prêteur, après la réforme, le prêteur, ça peut être que des personnes physiques. C'est pour ça que les plateformes utilisent encore l'ancien système bon de caisse, parce que ça peut être des personnes morales qui vous prêtent. Là, vous pouvez, avec la réforme, ne vous faire prêter que par des personnes physiques qui agissent à des fins non professionnelles, et dans des plafonds, vous voyez, 4 000 euros pour des prêts sans intérêt par prêteur et par projet, 1 000 euros pour des prêts avec intérêt, avec un plafond par projet de 1 million d'euros. Ce qui est encore un petit peu... dans des projets culturels, notamment des projets de financement, je ne sais pas, de films ou de choses qui nécessitent des montants plus importants, peut être un petit peu bloquant. Et donc, là, je ne vous détaillerai pas parce que, de toute façon, vous aurez les slides. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que quand votre entreprise sollicite un prêt avec intérêt pour un projet professionnel, parce que c'est ça dont on parle ce matin, vous avez la possibilité, en tant que personne morale, d'emprunter. Vous êtes dans le cas où la réglementation est la plus souple, en fait. Hein. On est dans des cas plus restrictifs si vous étiez une personne physique qui emprunte à des fins de consommation. Mais ce n'est pas du tout votre cas ce matin, donc je ne m'appesantirai pas là-dessus. Côté plateforme, je ne vais pas m'appesantir non plus puisque vous êtes chef d'entreprise, donc je m'adresse plutôt à vous qu'aux plateformes, mais il y a eu la création d'un statut d'intermédiaire en financement participatif avec donc une série de, si vous voulez, une réglementation et donc des conditions d'honorabilité, d'admissibilité dans la profession qui sont classiques. Et donc voilà pour le crowdlending. Donc le crowdlending, pour conclure, ça marche bien, ça marche d'autant mieux que avec les dispositifs légaux applicables, vous pouvez, chef d'entreprise, lancer un projet de financement qui est déplafonné en fait. Puisque la nouvelle réglementation vous plafonne, mais il y a des exceptions à l'ancienne réglementation qui ne sont pas plafonnées. Pour le crowd equity,
que j'appelle crowd equity, mais je sais que Anaxago parle d'equity crowdfunding, ce qui est la même chose. Donc c'est le contributeur, donc les contributeurs souscrivent à votre capital, donc ils rentrent en fait au capital, hein, clairement. Donc le crowd equity ou le crowd investment, c'est donc le porteur de projet rentre au capital. Alors évidemment, il y a des dispositifs où il ne rentre pas directement dans votre société parce que ça ficherait un peu le bazar dans la gouvernance. Il peut rentrer dans une société filiale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez faire un montage, évidemment. Bon. Alors avant la réforme, il y avait un certain nombre d'obstacles que je ne vais pas vous détailler, mais grosso modo, moi, après avoir échangé avec Anaxago sur ce sujet, il y a un mode, si vous voulez. En fait, un projet de crowd equity ne pouvait se présenter qu'à 149 personnes maximum. Enfin, c'était une des exceptions pour pas que ça tombe, si vous voulez, dans la réglementation d'offres publiques de titres financiers, avec les obligations de générer un prospectus, etc. Et du coup, ça voulait dire, d'après ce que j'ai compris là encore, que en fait, Anaxago ou d'autres plateformes faisaient un tri, de potentiels investisseurs qu'ils auditaient, qu'ils écoutaient, auprès desquels ils passaient un certain nombre d'entretiens. Et ensuite, ils validaient le profil de l'investisseur potentiel. Et donc, le tour de table final avait lieu avec une communauté extrêmement restreinte, ce qui permettait d'être dans un schéma d'investissement sans tomber dans l'offre au public de titres financiers. Donc ça, c'est un mode opératoire, d'après ce que j'ai compris encore, que les plateformes comme Anaxago continuent de pratiquer parce que ça présente certains avantages, notamment celui de ne pas avoir de plafond financier, encore une fois, mais ça présente comme désavantage que votre projet est nécessairement plus confidentiel, puisqu'on ne peut parler de votre projet de manière détaillée qu'à moins de 150 personnes. Bon. Mais cette exception continue à être pratiquée. La réglementation a offert un deuxième mode opératoire possible, c'est celle de parler de votre projet à plus de 150 personnes, mais avec des plafonds. On est dans la même logique que pour le crowdlending. Donc, pour le nouveau régime juridique après la réforme, c'est que la plateforme doit répondre à des exigences formelles, c'est-à-dire que sur son site internet doit apparaître un certain nombre d'informations dont je vous épargnerai le détail. Mais là, c'est le plus important, c'est qu'il y a un plafond par projet qui est de 1 million d'euros par période de 12 mois. Et donc ça, c'est un petit peu bloquant parfois. C'est pour ça que les plateformes continuent d'utiliser l'ancien système par moment et par moment le nouveau. Ça dépend un petit peu de la nature du projet. Et troisième condition, les investissements doivent être réalisés soit par un prestataire en service d'investissement, soit par un conseiller en financement participatif, soit, d'après ce que j'ai compris, mais Anaxago reprécisera peut-être ce point, par un conseiller en investissement financier, un CIF. Donc, en réalité, il y a eu création d'un statut spécifique qui s'appelle le CIP, un peu à l'image, si vous voulez, de celui qu'on a vu tout à l'heure, l'intermédiaire en financement participatif. Donc voilà pour la réforme. Donc en fait, on voit, pour conclure, qu'aujourd'hui, vous avez un cadre réglementaire qui vous permet tout simplement de rechercher du financement en ligne avec, dans le nouveau cadre, en fait, il y a des plafonds, mais vous pouvez exploiter en fait des dispositifs qui sont déplafonnés. Donc c'est ça qui est important, je pense, parce que vous avez peut-être pas forcément envie d'être dans des plafonds. Donc il faut savoir qu'en fait, il y a une certaine souplesse. Alors les données personnelles, les données personnelles, quel est le sujet pour vous ? Alors le sujet, c'est très simple. Quand vous faites une campagne de crowdfunding, c'est une manière de générer une communauté de contributeurs. Alors c'est particulièrement vrai pour le don et le don avec contrepartie. C'est peut-être un petit peu moins vrai pour le prêt et pour l'equity parce qu'on est dans des logiques peut-être plus sélectives. Mais il n'en demeure pas moins qu'en général, c'est un formidable coup de publicité en ligne, une campagne de crowdfunding. Tous ces gens-là qui vont contribuer, ils vont verser de l'argent sur le projet, et vous allez collecter leurs données personnelles, et ça va être en fait vos meilleurs ambassadeurs, ça va être vos commerciaux. Hein. Concrètement, c'est le bouche à oreille aussi, hein, d'une certaine manière. Donc ces gens-là, il est important, parce que ça fait partie de l'actif de l'entreprise, que vous ayez leurs données, pour que tout simplement ce fichier-là ait une valeur. Et pour que ce fichier-là ait une valeur, il faut respecter la réglementation. Certaines plateformes collectent des données personnelles, mais de manière, collectent assez peu de données personnelles. D'autres en collectent beaucoup plus. Et là, il faut respecter ce qu'on appelle la loi informatique et liberté, tout simplement parce que, je vais vous le repréciser tout à l'heure, si vous ne la respectez pas, votre fichier n'a pas de valeur juridique, vous allez voir, et donc pas de valeur économique. Je vais passer rapidement sur le détail, mais
la personne concernée, vos contributeurs, c'est les gens bleus là au milieu, personnes concernées, ce sont les contributeurs. Vous êtes le orange, c'est-à-dire vous êtes le responsable du traitement, pardon, excusez-moi, c'est pas vous, c'est la plateforme, pardon. Et vous êtes le destinataire des données, c'est-à-dire que vous, entrepreneur, vous êtes en bas, vous êtes le destinataire des données. Tout simplement, les données, si vous voulez, des gens, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, enfin toutes les données personnelles qui vont vous permettre de les recontacter, de les solliciter, de leur envoyer de la publicité ciblée, de vendre éventuellement ce fichier plus tard. Quand vous vendrez votre entreprise, pas forcément de le vendre de manière purement mercantile à part, mais ça fait partie de l'entreprise et quand votre entreprise sera vendue, le fichier sera vendu avec l'entreprise. Eh bien, pour que tout ça soit vendable, il faut que la personne concernée soit informée. C'est une obligation légale d'ordre public et sinon il y a nullité de la vente. Karine y reviendra, mais c'est très important ce point-là. Il faut que les personnes concernées soient informées de manière, c'est assez formel, la loi informatique et liberté, des destinataires des données, du lieu de stockage des données, des finalités précises, etc. Et c'est très important d'être vigilant sur le formulaire de collecte. Alors c'est peut-être plutôt une problématique des plateformes, mais vous, en tant que chef d'entreprise, il faut aussi que vous ayez un petit peu de vision là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire demain de vos données, des données de vos clients. Est-ce que vous voulez par exemple les faire circuler dans votre groupe d'entreprise, si vous avez un groupe d'entreprise? Est-ce que vous voulez les transmettre à des partenaires commerciaux pour faire de la publicité adaptée, géo-adaptée, localisée, ciblée, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces données en fait? C'est très important de vous questionner parce que vous n'allez pas les collecter de la même manière d'un point de vue juridique. Donc la loi française, mais là je vais passer rapidement, actuelle s'applique aux plateformes qui sont situées sur le territoire français, mais demain il y a un règlement communautaire en 2015 qui va s'appliquer à toutes les entreprises, donc tous les projets, si vous voulez, de crowdfunding qui visent un public français où qu'il soit situé dans le monde. Donc c'est une réglementation qu'il faut respecter où qu'on soit situé. Les grands principes, c'est la proportionnalité, la transparence, la sécurité et la finalité. Moi, j'insisterai surtout sur la sécurité et la finalité. La sécurité d'abord, parce que moi, en février 2014, la plateforme Kickstarter, vous avez peut-être entendu parler, une des plus grosses plateformes américaines, a eu une faille de sécurité. Et il y a eu un certain nombre de données, d'accord, de gens qui avaient contribué en ligne, qui ont été, il y a eu une fuite de données, et donc les données ont été corrompues, et un certain nombre de tiers, de pirates ont eu accès à ces données, notamment les données bancaires. Donc ça pose un problème parce que c'est des données extrêmement sensibles. Donc il faut être très sécurisé sur la collecte des données bancaires, mais ça c'est peut-être plutôt un sujet qui concerne les plateformes, donc ça je passerai peut-être un peu plus rapidement. Sur les finalités par contre, c'est très important parce que vous, quand vous allez demander à des gens de contribuer en ligne, si vous voulez ensuite, vous, entrepreneur, vous servir de ces données pour une autre finalité que celle de la campagne de crowdfunding, par exemple, vous voulez faire de la publicité ensuite, vous voulez transmettre ça à vos filiales, eh bien, il faut le mettre noir sur blanc au moment de la collecte et il faut déclarer cela à la CNIL, c'est-à-dire à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc vous devez normalement faire une déclaration normale. Il se peut dans certains cas que vous ayez même carrément une autorisation à faire, mais enfin en général on n'est pas dans ces cas-là. Et alors quel est l'enjeu de tout ça? Parce que tout ça peut vous paraître probablement un peu rébarbatif. L'enjeu il est très simple. Il y a des sanctions juridiques pour l'instant qui sont un peu théoriques parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications concrètes par les tribunaux. Elles sont quand même très lourdes. Pour ceux qui la découvrent, je pense que je vois les yeux là qui s'ouvrent. Donc effectivement c'est lourd, c'est pénal quand même. Et puis surtout, il y a un risque d'image. Là, c'est Le Point qui a fait sa une sur Acadomia. Vous connaissez tous Acadomia, d'accord? Acadomia a été épinglé par la CNIL. Ça a fait la une de Libération. Ça a fait un article, 3 ou 4 pages dans Le Point. Il y a une baisse de chiffre d'affaires. J'ai regardé Acadomia, baisse de chiffre d'affaires immédiate juste après. Donc ça a un vrai impact si vous ne collectez pas correctement les données. Et puis, Karine y reviendra, toutes les données que vous avez collectées, c'est un fichier client-prospect que vous avez. Et bien ensuite, si ce n'est pas correctement collecté ou déclaré à la CNIL, et bien, si demain vous vendez votre entreprise, le tribunal, la Cour de cassation l'a fait dans un arrêt de 2013, peut annuler la vente de l'entreprise, carrément. Ça a été le cas en 2013. Donc, faut penser à ce genre de choses, surtout quand on est dans une économie de l'immatériel. Et je vais passer la parole à Karine sur la propriété intellectuelle. Donc, quand on s'est interrogé ou quand on nous a demandé d'intervenir, donc
la question s'est posée, en quoi est-ce que intervenir sur la question de la propriété intellectuelle est une question intéressante et pertinente dans le cadre d'une présentation des financements des entreprises culturelles. Et en fait, c'est essentiel, la propriété intellectuelle dans les entreprises culturelles, parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il lorsqu'il s'agit d'entreprises culturelles? C'est de la propriété immatérielle. Et la propriété immatérielle, elle a des modes d'acquisition qui sont très particuliers. Donc, si on remonte, on va dire, au siècle dernier, du cinéma, les livres, etc., il y a des systèmes d'appropriation qui existent, qui se maintiennent jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours en vigueur. Et la question, c'est, lorsque je suis en entreprise culturelle, est-ce que j'ai correctement acquis les droits qui vont faire mon actif, qui vont faire ma valorisation, mon socle de propriété. Donc j'insiste sur le mot propriété, parce que parfois on entend le mot propriété littéraire, artistique, etc. Ça fait un peu ludique, un peu c'est culturel, avec un petit côté péjoratif. Mais la propriété patrimoine, c'est comme des immeubles. Hein. Donc une entreprise culturelle, elle est forte de ses propriétés immatérielles, de la même manière qu'un centre commercial qui aurait acheté les murs de son centre commercial et qui créerait son patrimoine de cette manière-là. Donc c'est très important de correctement acquérir les droits, c'est de ce dont on va parler, donc de les sécuriser, parce que sécuriser, c'est ce qui donne confiance aux investisseurs. Un investisseur qui donnerait, qui irait investir dans des droits où les droits s'évanouissent parce que ils n'ont pas été correctement acquis, c'est pas très gagné d'avance. Et puis, la pérennité de la propriété immatérielle, c'est également une question dont il faut parler et que je soulèverai également. Donc, il m'a semblé intéressant partant de là. Ah oui, un élément aussi important dans la propriété immatérielle et que vous connaissez tous, c'est que comment est-ce qu'on caractérise l'acquisition d'une propriété immatérielle, c'est par le biais d'un contrat. Quand vous achetez une chaise, vous allez chez le marchand. La chaise qui était chez le marchand, vous l'avez achetée, vous l'emportez chez vous. Elle n'est plus chez le marchand, elle est chez vous. C'est facile à déterminer votre richesse. Il suffit d'aller voir chez vous si vous avez les 15 chaises ou pas. En matière de propriété immatérielle, le seul élément qui pourra vous caractériser comme titulaire de droit, c'est le contrat que vous allez signer, d'où l'importance de faire le bon contrat. C'est pas tant de faire un contrat, mais c'est temps de faire le bon contrat, avec à chaque fois le contrat qui va bien avec l'actif immatériel, parce que pour corser l'histoire, évidemment, tous les actifs immatériels ne s'acquièrent pas de la même manière, comme ça nous fait un joli terrain de jeu, nous les avocats, ne s'acquièrent pas de la même manière, ne se gardent pas de la même manière. Le seul point commun, on va dire, c'est le contrat. Voilà. Donc voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc moi j'ai listé ce qui m'apparaît être les actifs immatériels d'une entreprise innovante, d'une entreprise de la culture. Donc il y a des logiciels, il y a des bases de données, il y a des brevets, il y a des marques, il y a des noms de domaine, il y a des créations originales. Donc dans création originale, c'est tout ce qui relève de ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. Et puis il y a un petit dernier qui commence à prendre un peu d'ampleur, comme Mathieu vous l'a indiqué. Ce sont les bases de données personnelles, parce que il y a des données personnelles qui sont collectées par les plateformes, mais vous aussi, de par votre activité, parce que vous ne passerez pas systématiquement par le crowd equity, ou bien vous aurez déjà collecté des données personnelles, puis vous irez sur une plateforme de crowd equity pour lever des fonds complémentaires, des fonds de départ ou des fonds de continuation. Eh bien, vous aurez créé votre base de données personnelles. Donc, tout ce que vous a dit Mathieu sur la collecte des données personnelles, et bien évidemment, vous êtes totalement applicable dans ce cas-là. Donc, c'est entre la propriété intellectuelle telle qu'on le concevait avant, et bien les bases de données personnelles, c'est la dernière pièce à l'édifice. Donc, ce slide de conclusion à tout ce que je viens de dire. Donc, je vais lister de manière un peu rapide, parce qu'on n'a pas besoin de s'appesantir à ce moment-là. Je répondrai aux questions si vous en avez
après. Donc j'en sors le logiciel avec à chaque fois les problématiques contractuelles qui vont bien. Donc le logiciel fait partie de la propriété littéraire artistique, c'est pas brevetable, hein. Donc on est dans le droit d'auteur. Donc quand il y a du droit d'auteur, il y a un auteur et puis il doit y avoir un transfert de droit. Alors comme le logiciel c'est quand même pas un scénario de film, la loi Lang a simplifié l'acquisition des droits sur un logiciel et part du principe que les droits d'auteur sur un logiciel appartiennent à l'employeur. Donc c'est simple, on a des salariés dans l'entreprise qui créent, donc il y a un employeur, un employé, les droits appartiennent de facto à l'employeur. Là, c'est très simple. La problématique, c'est que quand le logiciel est créé, pas dans le cadre de l'entreprise. Donc, on imagine un cas de figure, vous êtes une personne physique, vous avez un copain, et avec votre copain, vous créez un logiciel qui va être le logiciel qui va être tellement innovant que l'entreprise que vous allez créer va être valorisée plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Eh bien, il faudra bien faire attention d'acquérir les droits. D'acquérir les droits parce que vous ne pourrez pas bénéficier de cet article L713-9 puisque votre copain n'est pas votre salarié. Et vous-même n'êtes pas votre salarié puisque l'entreprise n'est pas encore créée. Donc, quand il y a une entreprise, c'est simple. Quand il n'y en a pas, eh bien, il faudra bien faire attention de faire un contrat particulier entre les créateurs du logiciel pour transférer la valeur du logiciel, l'existence du logiciel, la propriété du logiciel au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier élément dont il faut sur lequel il faut être vigilant. Et puis, si vous passez par un prestataire, c'est à vous de faire le ménage et le contrôle. Le prestataire qui va vous dire « T'inquiète pas, moi je m'occupe de tout, je te livre le logiciel avec tout ce qu'il faut », eh bien, il faudra bien, dans le contrat avec le prestataire, vérifier que vous allez être bien titulaire des droits et pas seulement payer une commande. Si vous avez payé juste pour voir, pas pour exploiter. Donc, et bien vérifier que le prestataire lui-même a bien été vigilant sur l'acquisition des droits auprès de la personne physique qui aura créé le logiciel. Donc il y a tout un travail comme ça de contrôle et de vérification. Ça vaut quand même le coup parce que c'est avec ça que vous allez valoriser votre entreprise. Et le jour où les services d'Anaxago qui vont mettre votre produit face à leurs investisseurs va faire cet audit et va vous dire ah bah vous êtes marrant mais vous voulez 1 million d'euros sur quoi vous n'avez rien, c'est pas très grave, on régularise, sauf que peut-être que le gars il est parti dans un ashram à l'autre bout de la terre et pour acquérir ses droits ça va être compliqué. Il n'y a pas de sécurisation des droits, vous n'avez plus de valeur, vous n'avez plus d'entreprise, et tout ça, vous le mettez à la poubelle. Donc, c'est important. Deuxième élément pour lequel il y a également un texte particulier, ce sont les bases de données. Donc, vous avez la définition de la base de données au tableau. Donc, ça aussi... Donc là aussi, alors ça c'est assez simple, hein. Le producteur de base de données, c'est celui qui va recueillir des éléments, des données, qui va les organiser pour les rendre accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Et donc le producteur de la base de données, si vous en avez une, si vous l'avez faite, eh bien dispose d'un droit de propriété sur la base de données. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser sans son accord. Donc ça c'est assez simple. Le texte est parfait. Le propriétaire a un droit, pas de problème de savoir est-ce qu'il doit les acquérir des droits, etc. La problématique dans la base de données, c'est quand la base de données elle-même est faite à partir d'œuvres préexistantes. Donc là encore, pour pouvoir exploiter sereinement, on est tout le temps dans l'exploitation sereine et paisible d'un droit de propriété littéraire artistique, eh bien, il faut acquérir ou bien faire en sorte que la base de données pourrait être exploitée paisiblement. Donc, qu'est-ce que c'est que les droits préexistants? Qu'est-ce que sont que les œuvres préexistantes? Est-ce qu'elles sont tombées dans le domaine public, pas dans le domaine public, etc. Là encore, c'est un travail de vérification, d'audit de la valeur de sa base. Donc la base, elle a elle-même sa propre valeur, mais comme c'est une œuvre dérivée d'une œuvre première, parfois non, hein, parfois c'est pas des bases de données qui sont basées sur des éléments préexistants, mais si c'était le cas, eh bien il faudrait faire en sorte qu'elle puisse avoir une existence paisible. Alors durée de protection d'une base de données, c'est 15 ans, donc pour tous les autres droits de propriété artistique dont je vais parler, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc bien acquis, quand c'est bien acquis, vous êtes tranquille pour un bon bout de temps, si tant est que vous les ayez acquis pour toute la durée légale de protection, ce que je vous recommande. La base de données, ça dure 15 ans. Hein. La propriété, le fait qu'on ne puisse pas utiliser votre base de données, vous l'avez ce droit pendant 15 ans, et puis au bout de 15 ans, ça tombe. Sauf que,
et là c'est pas mal, c'est lorsque vous allez la mettre à jour, et le propre d'une base de données qui a de la valeur, c'est d'être régulièrement mise à jour, et bien le point de départ des modifications substantielles de la base de données, de mise à jour substantielle, et bien hop, on repart pour 15 ans. Donc avec une base de données bien faite, ben, vous avez une protection perpétuelle. C'est aussi pas mal en termes de pérennité d'entreprise et de sécurisation de l'entreprise. Ensuite, on a des droits que vous connaissez un peu mieux ou parce qu'ils sont plus anciens. Hein, c'est ce qu'on appelle de la propriété industrielle. Donc, c'est le droit des marques. Donc, ici, vous avez, j'ai listé, mais comme vous avez à voir le petit PowerPoint, vous n'avez pas besoin de m'entendre là-dessus. Voilà les caractéristiques de la marque, avec comment est-ce qu'elle la dépose, sa durée de validité. Donc là encore, quand c'est 10 ans renouvelable, hein, si vous avez une belle marque, hein, bah faites attention, protégez-la. Protégez-la, en tout cas, faites attention quand vous la déposez, et puis surtout, faites attention quand vous l'exploitez. Hein, parce que c'est pas parce qu'on a déposé une marque et puis qu'après, on ne l'exploite pas, ou on ne l'exploite pas dans un certain délai, bah, vous risquez de la perdre. D'échéance pour non-usage. Donc vous allez avoir les caractéristiques de la marque, et puis si vous la renouvelez régulièrement, bah, vous avez une protection perpétuelle. Alors on peut aussi discuter de est-ce que je dépose qu'une marque pour par exemple, des entreprises qui font de l'animation. J'ai un personnage qui est absolument extraordinaire. La durée des droits en propriété littéraire artistique, ben, il y a une fin, 70 ans après la mort de l'auteur. Donc c'est quand même long, mais ça finit. Avec la marque, si vous la déposiez comme une marque, ce petit personnage, eh bien, en renouvelant tous les 10 ans, eh bien, vous avez une protection qui a une nature perpétuelle. Tant que je renouvelle, tant que j'ai les droits. Hein. Donc ça, c'est l'intérêt de la marque qui rencontre de la création artistique. Et puis, non seulement vous devez l'utiliser, mais en plus, vous devez la défendre. Hein. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui utilisent votre marque et vous faites comme si de rien n'était, après tout, c'est super, ils utilisent ma marque, ça me donne de la notoriété, vous laissez faire, puis un jour, vous en avez marre, ou il y a un nouvel acteur qui vient acheter votre boîte, et puis tout d'un coup, qui décide de se battre contre des utilisations non autorisées, eh bien, le contrefacteur vous opposera l'action de forclusion pour tolérance. Tu as déposé ta marque, tu ne l'as pas protégée, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour empêcher l'usage non autorisé, tu l'as perdu. Tant pis pour toi. Une marque, ça se bichonne, ça se protège. Donc ça, c'est les marques. Les brevets, donc les brevets, idem. Vous avez ici les conditions de la brevetabilité, donc la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, forcément. Donc ce qui est le plus important sur le point, et ça c'est important lorsqu'on va chercher des fonds dans la foule, dans le crowd equity, c'est faire attention à la divulgation. Parce qu'un brevet divulgué, enfin, une invention divulguée avant sa brevetabilité, eh bien, n'est plus brevetable. Donc, il ne faut pas en parler, il ne faut pas la montrer avant même d'avoir finalisé des opérations de brevetabilité. Et donc, je sais que il y a des manières, lorsqu'on n'a pas encore breveté, mais qu'on aimerait bien avoir des fonds pour breveter, parce qu'on sait que c'est cher, eh bien, de montrer l'activité, l'invention sans la montrer. Donc, il y a des processus, et je pense que chez Anaxago, ils savent le faire, parce qu'ils savent que c'est quand même la valeur de l'entreprise. Donc, comment faire pour lever des fonds d'une invention avant de la breveter sans divulguer le brevet? Ça, il y a des conseils en brevet, ou même les gens qui vont traiter vos dossiers de financement qui pourront vous aider. Et puis, vous avez la partie droit d'auteur. Donc, ceux qui font partie des industries créatives connaissent bien le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, c'est simple, il y a un auteur. Donc, ça, c'est la conception française. Un auteur est toujours une personne physique en France, avec l'exception de l'œuvre collective, mais on verra que c'est pas l'auteur reste quand même au centre, même donc pour une œuvre collective. Et donc, pour que l'entreprise puisse être propriétaire des droits, eh bien, elle doit acquérir les droits de l'auteur. Il n'y a pas de cession implicite en droit d'auteur français, ça n'existe pas. Donc, il doit toujours y avoir un acte, et c'est un contrat. Donc, on doit faire un contrat bien fait. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais je vous le dis, le droit d'auteur est un droit d'ordre public, donc avec des dispositions très précises dans le Code de la propriété littéraire artistique que le contrat doit respecter, à peine de nullité.
Donc un contrat nul, eh bien, ça veut dire que les droits ne sont pas cédés à l'entreprise. Et quand le contrat est nul, l'entreprise n'a pas les droits. Et si tous les faits de l'entreprise, c'était par exemple de lever des fonds pour l'exploitation, enfin d'abord la fabrication, la production d'un dessin animé ou toute autre chose, d'un site internet, etc. Sans les droits, vous exploitez en étant contrefacteur. Et donc, vous ne pouvez pas exploiter. Et donc, vous ne pouvez pas lever de fonds parce que personne ne donnera des sous à une entreprise qui ne dispose pas des droits de son activité. Donc, le contrat est important, le mode de rémunération est important, c'est une rémunération proportionnelle aux recettes. Donc il y a toute une série de clauses qui doivent figurer en contrat et celui qui auditera vos contrats vérifiera que les droits ont été acquis de manière conforme à la loi. Pour tous les auteurs doivent avoir le même contrat. S'il y avait des différences dans les contrats, donc vive le copier-coller, mais s'il y avait des différences dans les contrats, il faut savoir que ce qui compte, c'est le plus petit dénominateur commun. Donc si vous avez pensé à une exploitation, je pense dans le transmédia, où il va y avoir plusieurs types de supports qui vont utiliser une base, une Bible, etc., eh bien si vous avez acheté pour tous les auteurs le plus de droits possible, puis vous en avez oublié la moitié pour un des auteurs, vous n'aurez que la moitié. C'est embêtant si vous avez un projet d'exploitation transmédia sur lequel vous avez effectivement mobilisé une stratégie commerciale. Hein. On est bien là-dessus. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, il y a des spécificités, notamment le cas de l'auteur salarié. Donc souvent, les entreprises innovantes, les entreprises de création vont avoir des salariés qui vont embaucher pour créer. Donc il faudrait quand même qu'ils aient les droits. Là encore, quand on a un salarié qui est un auteur, c'est pour ça qu'on l'a embauché, hein, c'est dans son contrat de travail. Et dans le contrat de travail, on n'a pas mis une clause de cession de droit, eh bien, il n'a pas cédé les droits. Hein. Il n'y a pas de cession implicite en matière de droit d'auteur. Et donc, la clause de cession de droit à l'intérieur du contrat de travail devra respecter toutes les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, en ce compris la rémunération. Alors après, il y a des subtilités sur lesquelles je n'insisterai pas, mais il y a la rémunération proportionnelle, le principe, le forfait, l'exception. Comme c'est des lois d'ordre public, l'exception est strictement entendue, mais c'est un peu aussi la réflexion que nous, on peut avoir pour être totalement avec les moyens qu'on a. Et ne vous inquiétez pas, parce que le texte et la jurisprudence permettent quand même d'avoir des espèces de poches de respiration qui font qu'on a exactement ce qu'on veut, comme on veut avec le bon contrat. On peut toujours trouver des solutions acceptables. Donc là, vous avez en gros les éléments qui sont importants à savoir dans un contrat avec un auteur salarié. Ensuite, le cas de l'œuvre collective. Alors, l'œuvre collective, on respire, ouais, ça existe, c'est génial. Mais quand vous voyez la définition de la loi, eh bien, on respire, mais pas tant que ça, parce que les critères sont assez subtils. Et comme c'est un peu en marge de grands principes dont je vous ai parlé, de l'auteur salarié qui doit céder les droits, bien évidemment, les juges ont une interprétation restrictive de l'œuvre collective. On ne peut pas la sortir à tout bout de champ. En tout cas, il faut respecter vraiment les critères de la caractérisation, donc divulgue sous sa direction, dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se font dans l'ensemble en vue duquel elle est conclue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux 3 distincts sur l'ensemble réalisé. Donc là-dessus, on peut pas parler des heures, avec la jurisprudence un nombre pas tellement riche, mais quand même avec plutôt des juges qui ne reconnaissent pas l'existence d'une œuvre collective plutôt qu'ils la reconnaissent. Donc, mais ça existe, hein, donc, et c'est pratique puisque l'entreprise détient ab initio les droits, pas besoin de cession de droits, c'est très très bien, avec un droit moral restreint, pas de droit de divulgation. Vous savez seul un auteur a le droit de divulguer son œuvre. On est seulement obligé de mettre son nom, mais encore ça, c'est parfois compliqué de mettre le nom de tous les auteurs parce que parfois, c'est pas si facile que ça. Mais bon, c'est quand même plus simple. L'œuvre collective, c'est utilisé souvent, parce que j'en parlais avec une personne ici, dans le jeu vidéo. Pas si sûr que ça, puisque la dernière position de la Cour de cassation n'a pas reconnu n'a pas reconnu de manière générale que le jeu vidéo entre systématiquement dans le régime de l'œuvre collective. Elle a, on va dire, elle a été imaginative. En fait, elle ne nous a pas facilité la tâche, puisqu'elle dit, dans un jeu vidéo, on applique des régimes juridiques distributifs. C'est-à-dire qu'à chaque création qui compose le jeu vidéo, il y aura son régime juridique particulier.
Je m'explique. Le jeu vidéo, c'est un logiciel. Alors là, on applique le droit du logiciel. Mais le jeu vidéo, c'est un scénario. Alors là, c'est pas un logiciel. Donc, c'est une cession de droit. Rémunération proportionnelle, pas proportionnelle, auteur salarié, etc., etc. La musique, les photos, enfin bref, tout un corpus. Et qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur et qu'est-ce que c'est que notre métier? C'est identifier de quoi il s'agit, on est où et qui fait. Voilà. À partir du moment où on dit on est où et qui fait, on applique le régime juridique et on fait le contrat qui va bien. Sachant qu'il y a toujours un contrat qui va bien et que ce n'est pas des contrats types, ce n'est pas des contrats qui sont toujours les mêmes, c'est des contrats qui sont totalement ergonomiques, et qui vous conviennent comme un gant sur la main, c'est-à-dire qui doivent aller bien, parce que toutes les situations ne sont pas identiques, même si les principes sont assez les mêmes, assez faciles à résumer, c'est toujours très facile. Oui. Ce design de personnage, il va dans une société de jeux, donc cinéma d'animation, effets visuels, il va dans une société de jeux vidéo, il fait à peu près exactement le même design, il n'est pas du tout dans les droits d'auteur du côté du jeu vidéo. Vous connaissez cette problématique? Comment ça, il n'est pas du côté des droits d'auteur? En fait, il n'est pas du tout rémunéré de la même manière. Ah non, mais ça c'est... Alors, d'abord, faire un... Je ne parle pas en termes de coût, ouais. de paiement, mais de droits d'auteur, de retour à l'auteur. D'accord. La considération de l'auteur, c'est toujours quelque chose qui est subjective. En fait, c'est qu'est-ce que c'est qu'un auteur? C'est celui qui fait une création originale. Maintenant, j'ai un petit problème déjà pour moi de compréhension. C'est comment est-ce qu'on peut avoir créé un personnage pour une société, et donc l'avoir cédé à la société, donc il appartient à la société, donc l'auteur ne s'appartient... Ah, c'est pas le même. Ah d'accord, pardon. Je croyais que c'était le même qui était vendu à l'un à l'autre. Ok. Donc il crée pour une société de l'audiovisuel et il crée pour une autre société du jeu vidéo. C'est pas les mêmes économies, c'est pas les mêmes prix. Pourquoi pas? C'est des économies qui sont différentes. Maintenant qu'il soit pas créé comme un auteur, ça m'étonnerait. Enfin, je connais pas comment fonctionne MacGuff, mais ça m'étonnerait que MacGuff fasse créer des personnages sans s'assurer d'une manière ou d'une autre qu'ils n'en sont pas propriétaires. Alors comment est-ce qu'ils... Dans le secteur du jeu vidéo. Oui, alors tout à fait. Alors, dans le secteur du jeu vidéo, mais parce que la caractéristique du secteur du jeu vidéo, c'est de penser qu'on est dans l'œuvre collective. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, c'est l'analyse de où on est. Elle doit se faire en fonction de la jurisprudence. Et donc, est-ce qu'on est, c'est ce que je vous dis, dans le cadre du logiciel, pas de souci. Est-ce que c'est une œuvre collective? Si ça répond à la définition, mais j'en suis pas certaine, et du coup, il y a une insécurité totale du système, des systèmes juridiques du jeu vidéo dont il faudrait s'emparer parce qu'elle est réelle. Alors moi, j'ai lu les rapports sur le jeu vidéo où on dit qu'il faudrait créer un régime ad hoc qui éviterait de rendre fragile ces entreprises qui manient beaucoup de fonds, beaucoup de gens, etc. Que ça n'existe toujours pas. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Et c'est peut-être parce qu'il y a cette insécurité juridique, plus qu'une insécurité financière, que des gens vont s'expatrier pour aller créer leurs jeux vidéo dans les pays où on a un régime juridique qui est beaucoup plus facile à appréhender pour les créateurs. Mais je ne crois pas, je vous le dis, j'en suis même certaine, que l'on puisse utiliser à tout bout de champ l'œuvre collective dans les sociétés du jeu vidéo. Maintenant, ça existe. Tant qu'il n'y a pas de procès, c'est très très simple. Quand est-ce qu'il y a un problème? C'est le jour où il y a un gars qui joue plus le jeu et qui dit moi maintenant, je veux être reconnu comme un auteur. Et donc, il va aller devant des tribunaux qui vont être les juges bêtes et méchants, c'est-à-dire ils vont lire la définition, on va dire ça répond pas. Eh bien, ce sont des auteurs et ils auraient dû être rémunérés, ils devraient avoir la session de droit, etc., etc. Pour le moment, il n'y a pas encore ce type de... Juste pour ramasser la conclusion, quand on est payé en droit d'auteur ou en je sais pas quoi, ça, j'ai envie de dire, c'est indépendant. Donc, essayez de vous mettre ça dans la tête. C'est que, d'un point de vue juridique, qu'on soit payé en droit d'auteur ou en autre chose, vous êtes potentiellement quand même, il y a quand même peut-être un droit d'auteur. Donc voilà, donc la modalité de rémunération, vous voyez, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on dit qu'on est payé en droit d'auteur qu'on est auteur, et c'est pas parce qu'on dit qu'on est payé en pas droit d'auteur, en autre chose, qu'on n'est pas auteur titulaire. Et pour conclure sur peut-être puis après Karine va passer au dernier slide.
Vous êtes dans une industrie où votre valeur est massivement immatérielle. Donc le propos qui vient d'être développé, c'est de dire attention à bien vérifier que vous soyez propriétaire de votre maison. D'accord ? C'est pas parce que vous habitez dedans que vous avez en fait le titre de propriété. Vous habitez peut-être chez les autres, c'est-à-dire chez les gens qui travaillent chez vous, qui sont auteurs et titulaires des droits. C'est ça le propos en fait. Et parce que sinon votre entreprise elle vaut rien en fait. Si tous les salariés sont auteurs et titulaires de droits et pas vous. Et si vous mettez pas des clauses, les salariés sont auteurs. C'est assez choquant, mais c'est le droit français. Donc faut garder ça en tête. Voilà. Donc on en termine là. Et pour finir rapidement sur les cas des données personnelles. Donc sur le cas des données personnelles, donc là encore, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette jurisprudence, vous allez avoir des données personnelles, vous allez les collecter, donc vous allez être responsable de traitement, vous devrez les collecter de manière conforme à la loi, sinon, ça aussi c'est un actif de votre entreprise. Si vous vendez votre entreprise sur la base de votre fichier, ou en tout cas des éléments de la valorisation sur la base de votre fichier qui n'a pas été correctement créé, eh bien vous avez une cession nulle et donc vous avez perdu votre actif. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Évidemment, ce sont des contrats, il faut veiller à ce qu'ils soient exécutés. Donc faites des clauses qui vous permettent une exécution facile. Donc là-dessus, on pourrait parler des heures, mais ça, c'est important aussi. Oui. J'imagine que vous avez, avant qu'on voit l'aspect financier, vous avez des foultitudes de questions sur cet aspect. Pas prendre trop de temps, et puis si Karine, si la question est trop spécifique, vous me le dites et on en parle après. Mais par rapport au point sur le salarié, enfin, ça m'amène plusieurs questions. Première question, c'est que dans notre secteur, on bosse énormément avec des intermittents. Donc l'intermittent, certes, il est salarié dans le cadre d'un contrat d'intermittence, mais vous savez comme moi que le contrat de travail, surtout quand c'est un salarié, un storyboarder qu'on fait venir bosser une journée ou 2 jours sur un truc, on ne prend pas le temps de faire un contrat de travail comme pour un CDI qui est censé rester dans l'entreprise pendant plusieurs années. Donc ça c'est un premier point dur, c'est-à-dire qu'un intermittent qui vient et à qui on fait un contrat très rapide comme ça pour une journée, est-ce qu'on prend un risque ou pas ? Je vais vous les enquiller toutes comme ça, vous ferez peut-être un paquet cadeau ou pas. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est précisément par rapport à des fonctions qui ne sont pas réputées éligibles aux droits d'auteur, un scénariste, un réalisateur, un compositeur de musique originale, etc. Un storyboarder, quelqu'un à qui on donne une Bible, à qui on donne un scénario, et qui va, à un moment donné, inventer visuellement la mise en musique, en quelque sorte, de ces personnages. Est-ce qu'il peut ou pas revendiquer le droit d'auteur ? Est-ce qu'il y a une jurisprudence là-dessus ? Alors très rapidement. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un auteur ? Un auteur, c'est celui qui fait une création. Donc à partir du moment où vous avez donné un cahier des charges très précis au storyboarder en lui disant voilà comment il faut que tu fasses, si c'est considéré comme une simple exécution technique, mais c'est difficile à déterminer. Hein. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enchère. Il y a des storyboarders qui font bêtement tout ce qu'ils font, puis il y en aura d'autres qui vont aller au-delà de ce que... C'est là la différence. C'est difficile, c'est la difficulté du droit d'auteur. Alors, il y a plusieurs choses à faire. On sait qu'on peut recourir au forfait, hein, parce que après tout, un storyboarder, pour identifier sa partie de création dans une œuvre globale, finalement, elle est infime par rapport à tout le reste. On peut avoir recours au forfait, donc on le paye au forfait, pourquoi pas. Donc on anticipe. Moi, je conseille, quand il y a une petite difficulté d'analyse, d'aller plutôt vers le plus protecteur que vers le moins protecteur. C'est-à-dire de prendre les devants, de considérer que c'est un auteur payé au forfait, on met son nom, de toute façon on met toujours le nom de tout le monde, hein, et puis on a acquis les droits et on est tranquille. Et il n'y a pas, parce que si on se dit non, c'est pas un auteur, il a créé un truc vachement bien, mais bon, c'est pas vraiment un auteur, et vous dites je vais le traiter comme un salarié lambda, un intermittent, tous les intermittents ne sont pas des créateurs, je vais pas prendre les droits, et puis vous vous exposez à tout d'un coup un gars qui va vous démontrer qu'au début ce que vous lui avez donné, puisqu'il a fait, ça n'a rien à voir, il a été plus vite, c'est pour ça d'ailleurs que ça a eu un tel succès. Donc moi je conseille d'aller un peu au-delà et de rentrer dans un régime protecteur, mais de faire le contrat qui vous rendra tranquille. Et c'est ça, en fait, alors moi je plaide un peu pour ma paroisse, c'est un peu à ça que je sers. C'est-à-dire, pas vous sortir le contrat du bouquin tout fait, c'est de dire, bon, on est où là et qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà, c'est ça. Donc je passe rapide. Maintenant, vous avez mes coordonnées, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail et je réponds. On va refocaliser sur notre financement participatif et terminer cette partie-là avant d'accueillir Anaxago. Bonjour, donc là, moi, effectivement, je vais juste parler en tant qu'auditeur ou présentation de business plan pour le financement. Donc, je vais revenir sur des éléments qui ont été présentés par le cabinet KGA. Donc, par exemple, sur l'évaluation d'une marque, donc, se poser 4 questions. Donc, savoir si effectivement, il y a une protection juridique qui a été établie. Savoir si la marque est séparable du reste de l'entreprise.
savoir si la marque est capable de générer des revenus au-delà du simple produit ou de générer des revenus dans d'autres domaines. Est-on vraiment en phase d'actifs qui peuvent être vendus comme tels? Donc savoir si effectivement ils ont été capitalisés, s'ils ont été mis à l'actif du bilan. Ensuite, je vais revenir sur un point important, c'est la base de données personnelles, sur la valorisation des données. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et en fait, une donnée, ça vaut combien? Il y a un calculateur qui existe, qui montre que la valeur commence à 4 centimes à peu près de dollars et peut monter jusqu'à 1 euro en fonction des données qui sont communiquées. Par exemple, des données qui sont sensibles, c'est assez surprenant, c'est que l'activité d'avocat est plus rémunérateur que d'être dirigeant d'une société. Ensuite, tout dépend aussi de sa situation familiale. Ensuite, la situation familiale, quel consommateur on est aussi, en fonction de certains produits. Ensuite, au niveau de l'évaluation d'une œuvre. Donc, effectivement, quand vous allez demander un financement, c'est savoir si l'œuvre a fait l'objet d'un dépôt au CNC. Est-ce que l'œuvre est aussi dans un contrat de coproduction? Parce que au niveau du financement, ça ne donnera pas forcément les mêmes choses. Donc voilà, ce sont les principaux éléments que je voulais vous faire partager. C'est d'être sensible au moment de la demande de financement, que certains éléments effectivement soient cadrés juridiquement, mais aussi comptablement finalement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On vous remercie tout le cabinet KGA pour ce cadrage exemplaire. On va